Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 14 décembre, comme chaque hiver, le dispositif d'accueil des personnes sans abri est renforcé. Dans le Gard, une centaine de places supplémentaires sont mobilisées. Ce n'est pas assez pour les associations. Un simulateur de conduite pour apprendre à piloter les lignes 3 et 4 du tramway à Montpellier. Les 350 conducteurs des futurs rames seront formés d'ici le mois d'avril. Et puis, conduite beaucoup plus sportive pour le rallye jeune. Sur le circuit de Nîmes-les-Dons, ce week-end, des pilotes de 18 à 25 ans ont participé à ces détections de la Fédération des sports automobiles. Et puis, à la fin de ce journal, visite de la maison de Mamie Chocolat. À Millau dans le Gard, ces décorations de Noël lumineuses attirent tout le voisinage. Le froid arrive et comme chaque année, entre novembre et mars, les préfectures renforcent la veille sociale et les dispositifs d'urgence. Dans l'Hérault, 236 places d'hébergement sont ouvertes aux personnes sans domicile fixe, soit 133 de plus qu'en période dite normale. Dans le Gard, une centaine de lits sont ouverts aux sans-abri. Olivier Michel fait le point sur le dispositif. Déclenché depuis le 1er novembre, le dispositif d'accueil d'urgence des personnes sans abri rajoute 95 places aux 160 existantes. Mais face à une précarité en constante augmentation, il en manquerait selon la Croix-Rouge 80 et serait peu adapté au public accueilli, ce qui explique que certains préfèrent encore dormir dehors. Sur la ville de Nîmes, l'hébergement proposé est collectif. Dans la grande majorité des cas, et les personnes ont de mauvais souvenirs de l'hébergement collectif, de côtoyer d'autres gens. Et puis un manque évident de place sur l'accueil. Alors nous l'avons dit ce matin, des femmes seules, mais aussi des familles avec enfants, où sur la ville de Nîmes, il n'y a quasiment aucune possibilité d'accueil. Le dispositif a pourtant été renforcé avec un nombre de places accru dès le niveau 1 du plan d'urgence et l'ouverture d'un accueil de nuit. Nous nous sommes rendus compte l'année dernière que dès le niveau 1, nous ne disposions pas de places mobilisables suffisantes en termes d'hébergement. Donc nous avons renforcé de manière significative la prise en charge dès le niveau 1, qui est le niveau de froid et qui a été ouvert d'ailleurs dès le 1er novembre. Deuxième point, l'ouverture d'un accueil de nuit sur la ville de Nîmes qui va permettre d'accueillir à compter de 21 h de 15 à 20 personnes. Donc ça, c'est extrêmement important aussi puisque nous n'en disposions pas l'année dernière. Certaines personnes d'ailleurs ne souhaitent pas forcément aller vers un hébergement. Donc là, ça répond quand même à une prise en charge et bien entendu, un repas chaud leur sera offert. En cas de grand froid ou de froid extrême, ce sont 650 nuitées en hôtel qui sont mobilisables, mais 400 le sont sur Alès, alors que c'est Nîmes qui concentre 87% de la demande d'hébergement. À noter que le Gard fait partie des 10 départements pilotes de l'opération Le Logement d'abord pour 2012 qui considère que l'insertion passe d'abord par l'hébergement durable. Et n'oubliez pas que pour toute situation d'urgence, vous pouvez contacter le SAMU social au 115. Opération escargot des forains ce matin à Alès. Comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs, chaque année pour les fêtes, ces forains installent 70 manèges en ville. Impossible cet hiver puisqu'il n'y a plus assez de place pour toutes les attractions. D'où leur colère, ils ont perturbé la circulation à l'entrée de la ville avant de bloquer le trafic dans le centre. Vers midi, ils ont stationné tous leurs véhicules près de la préfecture. Et demain, à la veille des vacances de Noël, ce sont les syndicats de l'éducation nationale qui appellent à la grève. Ils protestent notamment contre le projet de décret sur l'évaluation et les promotions des enseignants. À Montpellier, 38 écoles seront concernées par le mouvement. 6 d'entre elles seront totalement fermées. Une manifestation partira à 11 h de la place Thessalie. En France, en 2010, plus de 60 000 personnes sont passées par un centre de rétention administrative. Dans son rapport annuel sur ce centre destiné aux personnes en situation irrégulière, la CIMAD et 4 autres associations pointent l'allongement de la durée de rétention, autorisée désormais jusqu'à 45 jours, et le nombre croissant de familles avec enfants, voire d'enfants seuls, qui sont enfermés. À Nîmes, par exemple, 7 familles et 26 enfants ont été retenus en 2010. On écoute l'un des acteurs de la CIMAD au micro de Franck Chassagnon. Entre 2010 et 2011, le centre de rétention a accueilli plus de 2 fois plus de retenus qu'année dernière.
C'est dû à des événements conjoncturels. On a de plus en plus de personnes en situation régulière dans un pays de l'espace européen comme l'Italie ou l'Espagne, ce qui est le principal cas à Nîmes. Des gens qui ont le droit de venir en France durant 3 mois, mais qui sont interpellés à leur descente du train, à leur descente du car, placés en rétention sans raison réelle, mais les préfectures s'en moquent un petit peu, puisque de toute façon, ces gens-là n'auront pas le temps de voir les juges et seront repartis en Italie ou en Espagne avant même de passer devant les juridictions. Le rapprochement entre la communauté de communes de l'Étang de l'Or et l'Agglo de Montpellier. Les deux collectivités viennent de signer un accord portant sur l'eau. D'une part, l'Étang de l'Or continuera à fournir l'eau potable à Latte et Pérol, qui font partie de l'Agglo. En échange, les eaux usées de Carnon, membres de la communauté de communes, seront traitées par Maera, la station d'épuration de Montpellier Agglomération. Une entente nouvelle qui pourrait déboucher sur d'autres accords concernant notamment le tourisme et les transports en commun, comme l'explique Jean-Pierre Moore au micro de Jean Brun. Les questions de l'aéroport sont à examiner par toutes les collectivités qui sont concernées par son financement. Donc vous savez le souci que j'apporte au développement de cet aéroport parce que c'est majeur pour le potentiel de Montpellier. Et ensuite le tramway, le tram, les transports en commun, oui on avait dit qu'il arriverait à la mer, mais ça fera partie d'un schéma d'ensemble qu'on va discuter dans les semaines et les mois qui viennent avec les interlocuteurs de l'Étang de l'Or et d'autres partenaires également. Mais sur l'ensemble des thématiques, notamment le tourisme, l'économie, le schéma de cohérence territoriale, il est indispensable qu'il y ait cette harmonie et je suis très satisfait qu'elle puisse démarrer à partir de ce jour sur des bases très saines, apaisées et amicales. Plus que 4 mois avant la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway à Montpellier. D'ici là, les 350 conducteurs des rames seront formés sur un simulateur. La machine doit leur permettre d'appréhender de la façon la plus réaliste possible les 56 km de trajet et surtout le futur nœud de la gare Saint-Roch. C'est là que les 4 lignes se croiseront. Démonstration avec Jean Brun. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le Père Noël de la TAM s'est montré particulièrement généreux avec ce simulateur de conduite développé spécialement à l'occasion de la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier. Donc ici, je vais m'arrêter en station. Voilà, je m'arrête en station et à partir de là, mes portes vont s'ouvrir. Donc on simule vraiment la situation du conducteur sur sa ligne. Voilà, là maintenant, je vais commander ma destination. Donc je vais partir sur la droite. Les 4 lignes se croiseront sur le parvis devant la gare Saint-Roch, rendant la gestion du trafic bien plus complexe qu'auparavant. La TAM a même totalement changé son système de signalisation pour passer à une simple priorité à droite, une première en France, qui devrait permettre d'assurer le passage en toute sécurité d'une rame toutes les 35 secondes. Jusqu'à présent, c'est la signalisation qui gère et qui libère, qui donne l'autorisation. Là, c'est le conducteur qui sera confronté à cette situation-là et qui devra laisser la priorité au tram qui est à droite. Un vrai chamboulement donc des habitudes à 4 mois de l'inauguration des lignes 3 et 4. 4 mois qui ne seront pas de trop pour former les 350 conducteurs de tramway de la TAM. Le train à 1 € arrive dans les Pyrénées-Orientales après un premier test dans le Gard cet été. Le Conseil régional vient en effet d'étendre les dispositifs à la ligne Perpignan-Villefranche. Le TER de la vallée du Tête sera donc à 1 € dès la fin de la semaine. Ils ont entre 18 et 25 ans et espèrent bien détrôner un jour Sébastien Loeb. Ce week-end, les jeunes espoirs du rallye automobile se sont donné rendez-vous sur le circuit de Lédenon, près de Nîmes, pour une opération de détection organisée par la Fédération française du sport automobile, Olivier Michel. Le futur champion du monde des rallyes se trouve peut-être parmi ces 40 jeunes pilotes. Organisé depuis 1995, le Rallye Jeune FFSA est une opération de détection qui a entre autres révélé Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier. C'est grâce à Rallye Jeune que j'ai commencé un rallye, donc on peut dire que je dois tout à Rallye Jeune. Sans ça, je ne ferais peut-être même pas de compétition aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas de moyens et Rallye Jeune, c'est une formidable opportunité de commencer en compétition. Une véritable opportunité saisie cette année par quelques 4000 jeunes entre 18 et 25 ans et qui n'ont eu à débourser que 10 € pour faire leurs preuves.
Pour détecter des jeunes talents, il faut aller les chercher chez eux, dans la rue. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner à tous les jeunes l'opportunité de se lancer dans la compétition. Les sports mécaniques, c'est des sports qui coûtent de l'argent. Et nous, on met en place cette opération justement pour leur donner cette rampe de lancement. Sur les 4000, il ne restait à l'Édenon que les 40 finalistes et parmi eux, un sommiérois. C'est un rêve, c'est exactement ça. On n'y croit jamais, on se dit c'est pas pour nous, on ne pourra jamais avoir une place. Et finalement, on se présente un jour, on fait des bons chronos, on gagne, et il faut aller de plus en plus loin. Maintenant, on est ici. Au programme atelier de pilotage, sélection chronométrée ou encore baptême avec le champion de France 2010 et vainqueur du rallye du Monte-Carlo 2011, histoire de faire connaissance avec sa Citroën DS3. Je leur montre un petit peu le maniement de cette voiture parce qu'il faut savoir que les 7 finalistes de ce soir seront amenés à la piloter. Ça tient, ça freine, c'est sûr que par rapport à une voiture d'origine, ça n'a rien à voir. Ça marche, ça tient le pavé, tout ce qu'il faut, quoi, tout ce qu'il faut. Il y a un grip exceptionnel et une puissance phénoménale et un pilote encore plus phénoménal que le tout, donc c'était vraiment énorme. Au terme de la journée, 2 noms sont sortis du lot. Il s'agit de Jérémy Beau et Yann Berg, 2 espoirs qui vont intégrer le team rallye jeune FFSA et participer à 5 manches du championnat de France des rallyes 2012. La victoire de l'Arago de 7 hier soir en Serbie chez les volleyeurs héroltais ont battu Belgrade 3-7-1. Une belle performance qui les rapproche un peu plus de la qualification pour la Coupe de la Confédération européenne. On écoute Patrick Duflo au micro de Pascal Miralles pour Arago TV. Je pense qu'on a vraiment fait un bon match, dans la lignée un peu de nos 2 dernières prestations. Une grande qualité de service et on savait que c'était un domaine où il fallait les mettre en difficulté et on a été très performants dans ce secteur-là. Et aussi, il faut le souligner, je trouve qu'on a été aussi très performants en réception. Franchement, je suis content et du résultat et de la manière. Et le match retour se joue mardi à 7, une rencontre qui sera intégralement diffusée sur TV Sud jeudi 22 décembre à 20h50. La joie des handballeuses qualifiées en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu la Russie 25-23 cet après-midi. Dans leur rang, 2 joueuses nîmoises, Camille Aiglon et Blandine Doucet, qui évoluent au HBCN. C'est perdu d'avance en revanche pour les rugbyman montpelliérains en H-Cup. Le MHR reçoit Glasgow samedi après-midi au stade Yves du Manoir. Montpellier dernier de sa poule qui n'a plus aucune chance de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Europe. D'autant plus que l'effectif est très éprouvé par le calendrier, comme l'explique Fabien Galtier au micro d'Olivier Roiran. Je pense qu'il ne faut surtout pas galvauder cette compétition. Au contraire, on nous met beaucoup de pression parce que c'est toujours des bonnes équipes. Glasgow, c'est pour nous quand même la moitié des équipes d'Écosse qui va jouer le tournoi. Donc ça nous oblige à préparer ce match avec le plus grand des sérieux. Mais on ne pense pas trop aux conséquences, plus ou moins, ce qui se passera derrière. On doit gérer aussi un effectif qui a vraiment laissé des plumes sur la série des 3 matchs. Je ne pensais pas autant. Et qui est épuisé. On a eu pas des grosses blessures, mais on a des blessures, quoi. Michael De Marco et Julien Thomas et Thibaut Privat et Fulgence Sevre-Darogo et Santi cuit. J'ai mis une semaine en vacances, il était cuit. François Doumerou aussi, prenait la cuisse. François, lui, qui était en vacances parce qu'il était obligé d'être en vacances, qui était cuit aussi, qui revient. Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de visiter la maison de Mamie Chocolat à Millau. Tous les ans, cette gardoise décore et illumine sa demeure pour le plus grand plaisir de ses voisins, petits et grands. Voyez le reportage de Nicolas Pinchino. À la tombée de la nuit, c'est un festival de couleurs chez Mamie Chocolat. Depuis 2 mois et demi, aidée par un voisin électricien, Madame Gadea, qui vient tout juste le 7 décembre de fêter ses 84 ans, prépare son jardin pour les fêtes. Ça fait la 4e année qu'on le fait. Bonsoir monsieur, ça fait la 4e année. Et chaque année, j'achète un petit peu plus. J'ai pas eu d'enfants malheureusement. J'adore les enfants. Et je le fais pour les enfants. Et vous voyez, rien que de le dire, j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est petit. Vous voyez, ils m'ont dit, Mamie Chocolat, c'est nous qu'on va donner les bonbons. À
Attirés par les lumières, les voisins et les amis passent sans hésiter le portail pour venir découvrir le jardin féerique de Mamie Chocolat. J'aime tout, c'est tout beau. Je préfère tout. Eh ben c'est bien. C'est beau? Oui. J'ai préféré avec la vieille madame et le vieux monsieur. En curieux, on est des voisins et on vient chaque année. Voilà, c'est magnifique. C'est sympa quand même ce qu'elle a fait. C'est très joli et c'est vraiment généreux de sa part. Des centaines de mètres de guirlandes, des statuettes animées ou éclairées, tout est organisé pour le plaisir des yeux. Quelques écureuils de lumière se promènent entre les renards et les rennes. Et sous le perron, la crèche est aussi illuminée. Même le crocodile nîmois est éclairé. Il faut dire que Mamie Chocolat est une supportrice assidue du Nîmes olympique. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus is coming to town. The kids in girl and boyland will have a jubilee. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet tvsud.fr. Demain, dès 12h30, retour de l'info sur TV Sud. Passez une excellente soirée. À demain.